Je vous premièrement remercier. Je vous remercie de l'invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin. Malheureusement, je vais devoir quitter tout de suite à la fin de ma présentation. L'accès aux données ici là. Et il y a une présentation qui est peut-être un peu longue. Je vais essayer de faire ça rapidement pour avoir le temps d'échanger avec vous en termes de questions que vous pourriez avoir, mais surtout peut-être de stratégie. Ça ici, je peux l'ouvrir. Il est déjà là. OK, parfait. OK, excellent. Donc, accès aux données, problématique bien sûr qui nous intéresse tous. Ici dans la salle est très importante pour nous. Mon bureau, audit scientifique en chef, mais aussi les fonds de recherche du Québec. On finance de la recherche dans tous les secteurs d'activité, allant de la santé, le génie, l'éducation, la gestion, la culture, les arts, etc. Et l'accès aux données, bien sûr, est très, très, très important. Et accès aux données au Québec, ça reste difficile. Et voir peut-être comment on peut travailler avec vous pour essayer d'améliorer tout ça. Je suis très heureux aussi de voir que Madame la ministre DeSantis va être en interaction avec vous aujourd'hui. On travaille beaucoup avec elle et son équipe. Québec données, on a vraiment beaucoup de grandes bases de données. Probablement que la majorité sont de très bonne qualité et pourraient être très utiles pour les chercheurs dans la communauté scientifique. Les données, plusieurs parlent des données comme le pétrole, si on veut, de notre siècle. La richesse va venir beaucoup de ça, d'analyse de grandes bases de données. Et vous avez certainement tous entendu parler de la subvention Apogée, reçue par l'Université de Montréal et les collaborateurs. Il y a plusieurs universités impliquées à travers le Canada et à l'international. L'équipe de Benjo, associée avec Ivado. Donc, vraiment, en termes d'intelligence artificielle, d'apprentissage, de deep learning, apprentissage profond, numérique, base de données, pour vraiment assurer l'impact des investissements des différents niveaux de gouvernement et des autres partenaires dans la grande subvention Apogée, Ivado, c'est certain que l'accès aux données va être critique. Et il y a par exemple un volet de la demande de la subvention Apogée qui est sur la santé. Si on n'a pas accès aux données, différentes bases de données publiques, ça va être un peu compliqué et on n'assurera pas l'impact de ce grand projet de recherche. Présentement, c'est près de 100 millions de dollars. Il va venir du gouvernement fédéral, le gouvernement, mon ministère, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation va mettre à peu près 15 millions. Nous, les fonds de recherche, on met 3,5 millions et ce n'est que le début. Il y a plein d'autres partenaires qui vont s'ajouter, donc on peut penser que ça va être un investissement dans le programme de 200-300 millions de dollars. Donc, vraiment très, très, très important. Et je pense que si on a accès à ces bases de données-là, bien sûr, il faut que ça soit protégé. Là, il y a toutes les règles d'éthique qu'on doit suivre. C'est tout à fait normal et on est capable de le faire sans aucun problème, comme d'autres pays ou régions du monde l'ont fait. Je pense qu'on peut vraiment aider notre société et aider nos élus à prendre de meilleures décisions basées sur des données probantes. Je pense que je vais passer pour le reste. On voit ça très souvent dans l'actualité ces jours-ci. Vous êtes mieux informés que moi encore. Là, la loi sur l'accès à l'information, un frein pour les chercheurs. Nos chercheurs, bien sûr, vous travaillez en collaboration avec d'autres collègues à travers le monde. Dans le cadre d'un programme impliquant différentes provinces, le chercheur québécois a accès aux grandes bases de données d'Ontario. Puis il n'y a pas accès aux bases de données du Québec. Publication, à un moment donné, après 2 années de travail, la publication est basée surtout sur des données ontariennes. Et beaucoup moins sur le Québec parce qu'il n'y a pas eu encore accès aux grandes bases de données québécoises. C'est un peu particulier, il faudrait vraiment changer ça. Fait, libérer les données, loi d'accès à l'information, etc., etc. Pourquoi je me suis intéressé à ça? Je l'ai mentionné dans le cadre, un peu dans l'introduction, ça fait que nous, en finançant de la recherche de tout type,
l'accès aux grandes bases de données tout à fait critique. Donc, un de mes rôles, c'est de conseiller ma ministre, Mme Dominique Anglade, Économie, Sciences et Innovation, pour tous les aspects recherche et innovation. Mais la ministre Anglade, comme vous le savez, est aussi en charge de la stratégie numérique pour le gouvernement du Québec. Donc, on a très tôt commencé à discuter d'accès aux bases de données dans le cadre de la grande stratégie numérique. On a collaboré, comme j'ai mentionné, très étroitement avec la ministre DeSantis. On a commencé à collaborer avec M. Fournier, avec le ministre Jean-Marc Fournier, qui était en charge de ça jusqu'au mois de février dernier, et par la suite avec Mme DeSantis. Et aussi beaucoup de discussions avec la santé, bien sûr, avec l'équipe du Dr Barrett et les fonctionnaires. Vous savez tous, avec Mylène Deschênes, qui est ma directrice aux affaires juridiques et à l'éthique au Fonds de recherche du Québec, on a soumis un mémoire à la Commission des instituts démocratiques du Québec l'an dernier, en septembre dernier, en disant, dans la première proposition qui avait été déposée, vous avez oublié la recherche. Donc, pour vraiment, dans le cadre d'une grande stratégie gouvernement ouvert, il faut vraiment inclure la recherche et l'accès aux bases de données. On avait proposé différentes choses, incluant la création d'un comité d'experts. Je vais en reparler un peu plus dans quelques minutes. Ce qui est peut-être assez unique aujourd'hui, c'est que vraiment, on a l'appui de plusieurs ministres très importants au gouvernement Couillard. Bien sûr, Mme Anglade, bien sûr, M. Barrett, bien sûr, Mme DeSantis, mais aussi Hélène David en enseignement supérieur, aussi Sébastien Poix à l'éducation, et il y en a certainement d'autres aussi. Donc, il y a une équipe, une force qui est là en termes des élus pour dire qu'il faut faire quelque chose, il faut que ça change. Bien sûr, aussi, l'accès aux bases de données, comme j'ai mentionné un peu, en termes de compétition à l'international, c'est tout à fait critique. Donc, le mémoire, on avait plusieurs recommandations. Le mémoire est toujours disponible sur le site Web, si vous êtes intéressé à le consulter. Je n'irai pas dans le détail ici, vous le connaissez probablement aussi bien, sinon mieux que moi. La recherche à l'intérieur de ce qui était déposé, gouvernement ouvert, peu de mention de la recherche et aussi une culture de méfiance très souvent au niveau des différents départements gouvernementaux. Donc, vraiment, la recherche, inscrire ça au cœur d'une stratégie gouvernement ouvert, accès aux grandes bases de données. Le deuxième point, très important, plusieurs alliés décisionnels. Vous les connaissez très bien. Par exemple, c'est en santé, la RAMQ, la Commission d'accès à l'information. Donc, et c'est vrai dans plusieurs autres secteurs. L'éducation, c'est la même chose. Les bases de données d'éducation, la Commission d'accès à l'information. Donc, ça retarde beaucoup les décisions. Silo, aussi souvent, oui, un groupe dit on pense que c'est correct, mais l'autre groupe dit pas nécessairement non. Donc, beaucoup de silos à l'intérieur du gouvernement. Protection de droits. Aussi, je dois dire que, peut-être à la défense un peu de certains de ces collègues-là, peut-être qu'en termes de capacité à l'interne dans différents services, il n'y a pas beaucoup de capacité. Donc, ça a été coupé beaucoup en termes de personnel responsable de l'accès à l'information. Collaboration internationale, j'en ai déjà parlé. Résultats de recherche, vraiment, que ça devienne public, que tous ces rapports-là doivent être rendus publics. Et la durée aussi, souvent l'accès, et oui, on dit on vous donne accès pour une période de temps déterminée, 2-3 ans, et par la suite, on est obligé d'y retourner si on veut continuer le processus de l'étude. Et ça, c'est très mauvais aussi, parce que dans plusieurs cas, il faut le faire à long terme. Donc ça aussi, c'est un autre des problèmes. Donc on avait plusieurs problèmes qu'on avait soulevés dans notre mémoire. Par contre, on sait tous que dans la loi au Québec, il y a une exception pour la recherche. Donc, on peut travailler avec ça. Dire, oui, déjà là, c'est déjà dans la loi. On peut travailler et bâtir là-dessus pour faciliter, diminuer peut-être les silos, faciliter l'accès, prendre moins de temps, etc., etc. Donc, tout ça, c'est mentionné aussi dans le mémoire. Un constat depuis quelques années, par exemple, les demandes d'accès à l'information soumises à la Commission d'accès à l'information, la CAI. Le nombre, depuis quelques années, si on voit 2011,
jusqu'à 2015, le nombre de demandes a diminué. Pour différentes raisons, peut-être que les gens sont un peu découragés. Dans certains cas, ils se sont dit, bon, on n'y va plus. En même temps que le nombre a diminué, le temps, le délai pour obtenir une réponse a augmenté. Là, on est rendu ici à 272 jours. Donc, ça commence à être long. Donc, comité d'experts. On était quelques-uns à participer à ce comité d'experts. Il y en a dans la salle ici. C'est une de nos recommandations. En commission parlementaire, on a fait cette recommandation-là. Le ministre Fournier, à l'époque, était très ouvert. On dit oui, bonne idée, on va le faire. Donc, le comité a été créé en décembre dernier, décembre 2015. Différentes représentations, en plus de Mylène Deschênes à l'éthique et aux affaires juridiques des fonds de recherche et moi, différents représentants, chercheurs, qui est dans la salle ici, représentants des patients, bien sûr la CAI, la RAMQ et autres, l'ISQ, etc., en travaillant avec quelqu'un qui est directement à l'exécutif, au ministère du Conseil exécutif, le ministère du Premier ministre, si on veut. Donc, à un haut niveau, et les travaux du comité, on s'est réunis à quelques reprises, la période de janvier à juillet, c'était vraiment de travailler à modifier la loi d'accès à l'information pour diminuer les duplications, diminuer les silos entre les différents organismes. Donc, de janvier à juillet, on a travaillé sur des modifications à la loi d'accès à l'information. Et Mme DeSantis, elle va probablement vous le dire plus tard cet après-midi, voulait déposer un projet de loi cet automne pour faire cette modification-là. Donc, elle va probablement vous dire où c'est rendu, là, je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai mis un point d'interrogation. C'est certain qu'avec la grève des avocats au gouvernement, ça ne facilite pas les choses. Donc, il y a plusieurs projets de loi qui sont retardés parce qu'il n'y a pas les capacités à l'interne pour les développer avant de les mettre sur la table. Et peut-être que, je dirais peut-être malheureusement, peut-être que la loi d'accès, des modifications à la loi d'accès à l'information, ce n'est pas la priorité numéro 1. On arrive, on a des volets plus, je dirais, économie, finance, etc., etc. Bon, peut-être que c'est moins, c'est un peu dans les priorités, les secondes priorités, pas les premières. En parallèle à tout ça, et en discussion avec le ministère du Conseil exécutif, c'était de se dire, oui, on peut faire des changements aussi au Québec, mais peut-être qu'on peut voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et si quelques autres pays, provinces dans le monde font très bien, ben pourquoi pas entre guillemets, les copier ou adapter la situation à la situation québécoise. Donc, on a travaillé avec l'équipe de Bartok Knapper à l'Université McGill et des collègues à l'Université de Montréal pour vraiment essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Donc, 2 volets, une revue d'encadrement législatif, Canada, États-Unis, France, Belgique, Royaume-Uni, Australie, et différents modèles. Voir les différents modèles peut-être sur lesquels on pourrait se baser ici au Québec et l'adapter à la situation québécoise. Donc, des revues de tout ça, ce que ça donne en résumé, intérêt public. Donc, vraiment, si c'est d'intérêt public, on va dire on y va. Exemple, le Danemark, par exemple, ou les plusieurs pays scandinaves, je l'aurais dit, sont très en avance là-dedans, donc vraiment, impact sociétal important. On y va, bien sûr, on protège en termes d'éthique et tout ça, là, mais ça, c'est dans plusieurs pays, c'est ça. Nécessité. Pour faire une recherche, on ne peut pas. Si on n'a pas accès aux bases de données, on ne peut pas réussir à atteindre les objectifs d'un grand projet de recherche sociétal. Confidentialité des renseignements, bien sûr, c'est toujours très important. Et au Québec, quand même, on a de bonnes expertises là-dedans. Très important aussi, et ça, il faut travailler avec le gouvernement, avec les différents organismes gouvernementaux, tous les aspects d'acceptabilité sociale. Peut-être qu'au Danemark, encore une fois, même en Ontario, bon, peut-être que les gens ont fait un travail un peu différent et l'aspect d'acceptabilité sociale est peut-être plus évident. En même temps qu'on est prêt à tout mettre sur Facebook, on ne veut pas que personne connaisse rien de notre vie privée, mais on le met sur Facebook déjà. Là.
c'est un peu particulier, mais il faut travailler là-dessus. Et aussi, là, il y a des projets de recherche là-dedans qui sont importants. Quelques exemples. On s'est dit, finalement, il y en a, oui, bon, il y a le Danemark, il y a la France, etc., des pays scandinaves, mais tout près de chez nous, en Ontario, depuis quelques années, ils ont développé un modèle. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce modèle-là? Donc, on a discuté à plusieurs reprises avec le groupe, avec la direction de l'Institut for Clinical Evaluative Science, qui, au point de départ, vraiment, c'était des banques de données, accès à des chercheurs en milieu académique, et maintenant, ils s'ouvrent même à des contrats avec le privé, avec l'industrie pharmaceutique, par exemple. Donc, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose là qu'on pourrait adapter à notre situation. L'autre opportunité, c'est le projet pilote sur la stratégie de recherche axée sur le patient, la SRAP, financée par les IRSC au fédéral et le gouvernement provincial, le ministère de la Santé, et les fonds de recherche aussi là-dedans. Bon, il y a peut-être moyen de voir là-dedans, dans le cadre de ce projet-là, un projet pilote, SRAP, sur la première ligne, peut-être la RAMQ, le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'Institut de statistique du Québec, les fonds de recherche du Québec, il y a peut-être moyen d'avoir un genre de projet pilote là-dedans. Personnellement, ça se met en marche, je pense. J'ai une réunion bientôt avec le groupe conseil là-dessus. Ce que j'aime un petit peu moins de ce modèle-là, de cette approche-là, je devrais dire plutôt, c'est un projet pilote. Et au Québec, au cours des 10 dernières années, on en a fait plusieurs projets pilotes. Le problème, c'est que ça reste un projet pilote. Et dans 2 ans, on refait un autre projet pilote. Moins de continuité et de pérennité. Donc, pour la suite des choses, le projet de loi cet automne, je pense que présentement, c'est plus réaliste de penser printemps 2017 pour le projet de loi. Et on a eu, moi je ne suis pas, Mylène Deschênes chez nous est avocate, il y a plusieurs avocats dans la salle peut-être ici, là. Moi je ne suis pas un avocat et on a eu des heures de plaisir sur le comité. À savoir quel mot on doit utiliser. Là. Tu passes les après-midi à discuter du mot. Je n'ai pas beaucoup de patience pour ça, je dois dire. Mais en bout de ligne, très, très, très important de changer le projet de loi, de diminuer les silos, les duplications. Mais pour moi, ce n'est pas la clé. Oui, ça va aider, mais la clé, c'est beaucoup plus changement de culture à l'intérieur même des organismes. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Changer la culture qui se voit comme étant le défenseur de la veuve et de l'orphelin, là, à tout prix. Même quand la veuve et l'orphelin disent on est prêt à y aller. Là. Et donc, c'est là qu'on a beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que je dis qu'on est quand même bien positionné avec cette grappe de ministres qui est prêt à nous supporter. On se dit, cette fois-ci, si on n'y arrive pas, on y arrivera peut-être jamais. Donc, je pense que c'est important de travailler avec vous. Continuer à mettre de la pression sur les équipes gouvernementales. Je pense que les ministres sont là, ils sont avec nous. Oui, un changement de loi, mais encore plus un changement de culture. Et avec un changement de culture, pour défendre un peu les équipes à l'interne, on va peut-être aussi être obligé d'avoir des moyens. Hein, de dire, ben, c'est important ça. Les personnes qui travaillent sur l'accès à l'information à l'intérieur des différents regroupements gouvernementaux, ben, il faut leur donner des moyens. Hein, depuis plusieurs années, on a coupé à gauche, à droite. Ben, peut-être qu'il faut s'assurer qu'ils vont être capables de livrer la marchandise, de répondre aux demandes de la communauté de chercheurs. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé. Les modèles alternatifs, on en a déjà parlé. Ça pourrait être des gens qui sont dans la salle ici, là. CQISS, l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec. Est-ce qu'ils ne pourraient pas jouer un rôle? Ce n'est pas dans le mandat présentement. Le mandat, ça change. Il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut donner les moyens aussi. C'est la même chose si on change le mandat, on ne donne pas de moyens, ça ne marche pas. Et là, je dis, ben, au pis-aller, si ça ne marche pas du tout, on en fera quelque chose de notre côté, là. RQI, l'Institut Rémi Quirion, puis on ira avec ça. On va trouver une façon. Mais c'est certain que ça prend un mandat législatif clair. Et d'après moi, il faut y aller. Et j'espère encore, je suis encore optimiste, que ça pourrait arriver en 2017. Et Mme DeSantis et les collègues vont avoir besoin d'aide, avoir besoin d'appui de chacun d'entre vous. Les communautés de chercheurs aussi qui disent, ben là, si on n'y va pas pour les données probantes, on ne basera pas plusieurs de nos décisions politiques sur des données probantes bâties sur des résultats de recherche fiables. Et aussi,
une certaine fierté au Québec. Pour dire, nos chercheurs au Québec ont accès aux grandes bases de données québécoises, puis ils collaborent avec l'Ontario, ils collaborent avec les États-Unis, ils collaborent avec l'Europe, c'est correct, là. Mais de ne pas trop retrouver les situations dans lesquelles on se trouve trop souvent maintenant, où le chercheur québécois publie ses résultats à partir de données européennes ou de données à l'extérieur du Québec. Donc ça, pour moi, ça me fait mal lorsqu'on voit ce genre de résultats-là. Je pense que c'est... Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Il n'y a pas de solution magique, là. Beaucoup de travail. Ça fait déjà environ 1 année et demie qu'on travaille beaucoup avec les équipes gouvernementales pour faire avancer. Je pense que du côté d'un projet de loi, oui, ça va arriver, mais comme je le dis, ce n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Merci beaucoup. S'il y a des questions, on a du temps pour les questions, pas de temps, c'est pas long. Oui. Vous avez parlé beaucoup d'accès aux données de santé, d'éducation, et aussi celles des impôts, qui sont très communes et qui sont populaires dans d'autres juridictions. Est-ce que ça a été aussi approché? Oui, et là, oui, c'est vrai que et là, peut-être qu'on des gens autour de la table au comité, plusieurs représentants du domaine de la santé, du secteur de la santé. Donc, j'ai parlé un peu d'éducation ici, mais je dois dire qu'au comité, on n'en a pas parlé beaucoup. Parce que vraiment, là, on avait, peut-être jusqu'à un certain point, trop ciblé la RAMQ. RAMQ, le lien avec la commission d'accès est vraiment... Mais c'est global. C'est certain qu'il faut aller dans tous les ministères. La justice aussi, il y en a un qui pourrait avoir des choses très intéressantes. Là, il y en a plein de ministères. Et là, peut-être que ça vaut la peine pour nous d'élargir nos types de recommandations et de donner les autres exemples. Peut-être Mme de Sanctis va en parler. C'est vrai qu'on a mis beaucoup l'emphase sur la santé dans nos travaux à date. Oui? Je suis analyste à la Commission d'accès à l'information, je peux vous dire vraiment les problèmes qu'on peut vivre dans le quotidien. Moi, je pense que dans tous ces modèles-là, puis monsieur vient de soulever la question, c'est le fait de, justement, il n'y a pas juste la santé. Puis, une des plus grandes problématiques en ce moment, c'est vraiment de bien dresser les besoins. Souvent, quand les chercheurs arrivent chez nous, ils nous disent « bon, je veux tel renseignement », mais souvent, les listes ne sont pas dressées. Puis, les analystes se trouvent un peu dans une situation où parfois on devient même des assistants de recherche à essayer de décoder les besoins du chercheur pour dresser vraiment ses besoins. Quand on demande de dresser les listes, des fois, ça peut prendre 2-3 mois avant que le chercheur nous revienne parce que même eux ont cette difficulté-là. Donc, en tout cas, je pense que dans une des premières choses qui serait importante à faire, c'est d'aider les chercheurs à bien identifier leurs besoins, que ce soit au SPVM à Montréal, que ce soit au ministère de la Justice, puis de bien dresser les listes de renseignements qu'ils ont besoin. Puis même au sein de ces ministères-là, c'est quoi qu'ils ont à nous offrir? Parce que ça aussi, souvent, on devient des innovateurs en frappant à la porte des organismes et ministères pour identifier qu'est-ce que vous avez à offrir à tel chercheur par rapport à ce besoin-là particulier. En tout cas, moi, je pense que la clé du départ, puis c'est sûr que c'est un peu comme quand vous allez à l'urgence, s'il y a un médecin et que vous êtes 400 dans la salle d'attente, bien, c'est sûr que les délais vont être longs. En ce moment, on est 1 personne et demie à l'accueil pour servir tout le Québec. Donc, ça aussi, c'est des enjeux, en tout cas, que moi, je vois sur la table. Non, très bon commentaire. C'est certain qu'en termes de capacité personnelle dans les différentes... c'est vrai pour la Commission d'accès à l'information et c'est vrai pour d'autres aussi, l'ISQ, la RAMQ, sûrement la justice, à l'économie. Donc, vraiment avoir une meilleure capacité, ça, c'est important. Aussi de formation. Et nous, on s'est engagés autour de la table. Là, on va si on peut avancer, par exemple, modification de la loi qui va diminuer peut-être les duplications, la CAI va peut-être pouvoir jouer son vrai rôle, si on veut, peut-être moins en termes de formation. Nous, on pourrait prendre l'aspect formation avec les équipes de chercheurs, le milieu académique, avec un Cyrano, par exemple, aussi certainement que ça pourrait se faire. Pour être capable d'avoir vraiment savoir ce qu'ils veulent, ce que les chercheurs, ils veulent les former en termes de comment monter les dossiers et tout ça. Donc ça a été discuté aussi, là, et on est prêt à jouer ce rôle-là. Là. Mais encore une fois, je pense que c'est un élément de culture, là, que même si on faisait ça demain matin, il faut aussi qu'il y ait un élément de culture qui change. Comment évaluer le coût, les besoins monétaires pour mettre en place quelque chose de sérieux? Ça, c'est toujours le frein. À un moment donné, il faut
battre au niveau budgétaire pour aller chercher. Oui, ça, c'est un bon point. Ça a pas, à ma connaissance, ça n'a pas été fait de façon détaillée. Et peut-être que la ministre pourra vous le... Ou la ministre, c'est enregistré, la présentation? Ah. Peut-être qu'elle va le mentionner, mais c'est certain que lorsqu'on a commencé à discuter de tout ça, ben, oui, il faut faire tout ça, mais à coût nul. Et là, moi, personnellement, je dis c'était possible. On ne peut pas faire ça comme ça. Si on est sérieux, il faut avoir de nouveaux investissements là-dedans, que ce soit demain matin à la RAMQ, à la commission d'accès, à l'USQ, jusqu'à un certain point, mais y avoir une capacité. Et là, je dois dire, moi, j'en ai parlé avec Luc Monti, qui est le sous-ministre aux Finances, et lui, amenez-nous des bonnes propositions, on va trouver une façon de trouver de l'argent. Bon, on verra, là, mais je pense que lui, quand même, assez ouvert à ça, en disant, ben, si on parle de gouvernement ouvert, on est sérieux là-dedans, ben, il faut peut-être penser à avoir des investissements conséquents pour être capable de livrer les marchandises. Oui, madame. Dans la foulée de la première question, est-ce qu'il se discute aussi la mise en lien de ces différentes données? Ah oui, c'est critique aussi. Je l'avais sur une des diapos, je ne l'ai pas mentionné. Oui. 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 Non, ça, c'est sûr, par exemple, dans le domaine pour le Fonds Société-Culture, beaucoup de recherches sur le décrochage scolaire, par exemple. Donc, il faut avoir accès à des bases de données à l'éducation, des bases de données du côté peut-être juste, des bases de données famille, des bases de données santé. Il faut être capable de mettre ça en lien. Ça, c'est très important. Dans la loi, est-ce qu'on envisage la mise en place d'un modèle comme ici en Ontario, ou bien juste des modifications législatives? Peut-être la ministre va vous le dire aussi, mais à date, c'est vraiment des modifications législatives pour faciliter, éliminer ou diminuer les duplications. Donc, encore une fois, oui, c'est important, c'est une étape importante, mais ce n'est pas suffisant. Dans votre présentation, vous avez mis beaucoup l'accent sur la question de l'accès. C'est vrai que c'est fondamental, mais quand on regarde les bonnes pratiques à l'étranger, que ce soit en France, en Angleterre, en Australie, et bien, si on regarde nos partenaires canadiens, on constate que si on ne fait que s'occuper de l'accès, on réplique le même modèle qu'on utilise depuis 25 ans. On veut améliorer l'accès, c'est une bonne chose, c'est fondamental, mais on sait que pour donner un service, pour donner un accès qui soit intéressant, il faut qu'on ajoute à ça toute la question de la donnée, le cadre de qualité. Il faut qu'on parle d'intelligibilité des données, il faut qu'on parle des dictionnaires de données, il faut qu'on mette à disposition des chercheurs ou des institutions des experts en stats, évidemment, pas juste en stats, en méthodologie, mais aussi sur la compréhension des données, mais aussi sur leur interprétation. Parce que c'est vrai que chaque chercheur, on peut dire aujourd'hui, ils vont avoir accès aux données, on peut donner accès aux chercheurs aux données, mais si chaque chercheur de son côté réinvente à chaque fois pour comprendre cette donnée-là, savoir comment l'interpréter, est-ce qu'il a utilisé les bons codes, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, enfin juste répéter ce qu'on fait depuis 25 ans, sauf que maintenant, on a des données jumelées, on a un univers plus complexe, qui vient probablement compliquer la vie de la caisse, c'est sûr et certain. Mais on ne règle jamais le problème fondamental de la documentation et qu'on n'optimise pas la connaissance qu'on produit au profit de l'ensemble des chercheurs ou des organisations. Et tant qu'on va rester sur l'accès, on va juste reproduire le modèle qu'on utilise depuis toujours. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais la problématique de l'accès, après avoir travaillé là-dessus maintenant depuis 1 an, avec un comité de l'exécutif, on n'a pas avancé beaucoup. Donc, ça reste un problème très important au Québec. Et si on ne règle pas ça, c'est difficile de passer à l'étape subséquente. Là. Mais en même temps, il va y avoir des capacités dans chacun des organismes, puis les liens avec les équipes de chercheurs, puis il y en a. Il y a des gens dans la salle ici là, qui rendent des services déjà de ce type-là. On pourrait bonifier tout ça, je pense, là, relativement facilement. Je pense que les autres, ça s'est fait dans le monde. Là. Je ne vois pas pourquoi au Québec, on serait différent des autres. Oui, on a déjà fait. Ah, merci. Merci.